Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité. Évidemment, l'actualité, c'est la suite de cette annonce choc de la dissolution de l'Assemblée J+1. Emmanuel Macron va tenir une conférence de presse cet après-midi. Le nouveau Front Populaire, donc cette alliance, cette nouvelle NUPES en quelque sorte. Moi, ça me fait mal de dire Front Populaire. Je dois vous dire, je pense effectivement à Jaurès, je pense à Blum, je pense, ça me fait mal de dire ça. Le RN investira des candidats LR et Marion Maréchal va-t-elle revenir au RN? Y aura-t-il des accords? Quels accords? On en parle avec vous et avec Mickaël Darmon, journaliste politique chez i24 News. Bonjour. Bonjour. Vous avez Bonjour publié à tous. Le Pape et la Matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican chez Passé Composé. Noémie Alioua, bonjour, journaliste, essayiste. Votre livre La terreur jusque sous nos draps est paru chez Plomb. Lucas Jakubowicz, bonjour, journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine. Et vous avez publié un animal pour les gouverner tous aux éditions Arquet. Et Jean-Claude Beaujour, bonjour Jean-Claude, avocat et président du Forum Transatlantique. Alors, tous ces sujets évidemment avec vous et ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres avec des sujets qui sont en plus ou moins en relation avec ce qui s'est passé. On va commencer avec vous, Jean-Claude, parce que vous êtes un petit peu en dehors de cette actualité brûlante. Parce que je suis pas en dehors de l'actualité brûlante, mais je me suis dit qu'on allait tellement largement parler de l'actualité, et qui rentre aussi dans l'actualité, puisque je voudrais signaler un article intéressant de Nicolas Buzou, économiste bien connu, qu'il publie sur l'Express, dans l'Express d'aujourd'hui, qui démontre que finalement le Brexit a été non seulement un échec économique, mais aussi est un échec politique, mais aussi un recul économique pour les Britanniques. Et dans cet article, en fait, la raison pour laquelle je le souligne ce matin, c'est pas non seulement à raison de sa parution, mais c'est aussi de dire, dans les temps bousculés que nous avons, où nous avons tendance à dire que l'Europe est parfois responsable de beaucoup de choses, c'est vrai, où on peut être tenté par le Frexit, même si on ne le dit pas sous cet angle-là, mais il y a un certain nombre de politiques qui peuvent être remises en cause. C'est de dire, faisons attention, prenons l'exemple de l'expérience britannique qui démontre que finalement, par une démarche politique et un raté de Cameron, là aussi les paris politiques peuvent avoir des conséquences dramatiques. Finalement, le Brexit n'a ni servi sur le plan politique, ni servi les Britanniques sur le plan économique, et je peux en témoigner. Donc, faisons attention, tirons-en expérience pour la suite. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut faire du Frexit, il faut pas faire du Frexit, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, et que l'Europe nous apporte aussi un certain nombre d'éléments positifs. Il est trop facile, surtout en ces temps d'élection, de dire l'Europe est responsable de tout et nous serons merveilleux et nous serons très bien tout seuls. Donc faisons attention à cela au moment où nous allons faire des choix. Du Brexit, absolument, à la clé, et vraiment à la clé, qui n'est vraiment pas une réussite, en tout cas pas dans le sens que le souhaitait, l'imaginaient un certain nombre de Britanniques. Commentaire? Je crois que c'est plus au programme, en fait, le Frexit, puisque même et surtout le Rassemblement national, en se séparant de Florent Philippot il y a déjà quelques années, est revenu sur ce principe-là, parce que c'est dans une logique de conquête du pouvoir. Il est obligatoire d'accepter l'idée de l'Europe, puisque de toute façon l'Europe est intégrée dans la vie de chacun. On aime bien critiquer, analyser le fonctionnement des institutions, ou la difficulté de les comprendre surtout, mais en réalité chaque citoyen français a le réflexe de l'Europe, se déplace sans aucun problème entre tous les pays, sait qu'il est en zone euro, aime l'euro, envisage d'emblée de faire des études après son bac dans des pays de l'Union européenne. Donc de ce point de vue-là, le Frexit, on est bien d'accord que le Frexit en tant que tel n'est plus d'actualité. Mais le décliner tel après que qu'il y ait une envie, qu'il y ait un besoin de contester, une critique bien sûr, de certaines décisions qui sont prises au niveau européen, qui peuvent aller à l'encontre des intérêts nationaux. Bien sûr. Et d'autant plus que les élections européennes, pour terminer juste là-dessus, établissent à quel point justement l'Union européenne est dans un fonctionnement démocratique, puisque c'est le Parlement européen qui ensuite déclenche les possibilités de la Commission. Non, mais c'est très intéressant, parce que cette notion de Frexit, en réalité, c'est ce qui explique la hausse du Rassemblement national. Évidemment, la hausse du Rassemblement national est multifactorielle, mais en réalité, elle est liée à une date qui est d'ailleurs très peu mentionnée
par les experts politiques. Cette date est évoquée tout à l'heure, c'est l'été 2017, quand il y a une purge au Rassemblement national et que Philippot et ses potes ont été expulsés. En fait, ça a énormément rassuré les personnes âgées et les personnes qui ont un petit patrimoine, c'est-à-dire les classes moyennes. C'est les deux classes dans lesquelles le RN était vraiment sous-représenté. Alors c'est très intéressant de regarder qu'effectivement la notion de Frexit n'a pas du tout été abordée par le RN pendant les élections municipales. Et regardez quel a été le premier parti chez les CSP+, RN 26% égalité avec la Macronie. Chez les plus de 70 ans, RN 25%, premier parti de France. Donc il a explosé 2 plafonds de verre, notamment parce qu'il a abandonné cette idée de Frexit. Faut vraiment voir à l'idée. Et ça d'ailleurs c'est l'erreur de la gauche, je le dis et je le redis. Et c'est politiquement correct de le dire, mais la France c'est un pays de boomers. C'est-à-dire que l'âge médian l'âge médian des électeurs, c'est 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a un électeur sur 2 qui a plus de 50 ans. Ils sont les retraités. C'est des gens qui globalement ont un petit patrimoine. Ils vont pas voter le bruit et la fureur, etc. Non. Parce que les jeunes ont d'autres façons de s'engager. Ils s'engagent pour des causes sur les réseaux sociaux, etc. Mais ils n'ont pas intégré en fait ce modèle démocratique qui fait qu'on exprime sa voix en allant votant, plus qu'en allant gueuler, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Et du reste, quand ils sont à gauche à 20 ans, ça ne veut pas dire qu'ils le sont à vie. Encore une fois, quand on regarde les résultats des dernières européennes, la catégorie d'âge dans laquelle le Rassemblement national a fait son score le plus élevé, c'est les 35-50 ans. En gros, c'est des gens qui, quand Le Pen était au 2e tour, manifestaient dans la rue, râle Front, non Front National. Aujourd'hui, c'est la catégorie qui vote le plus Rassemblement National. Oui, ça, c'est ce que nous disait Frédéric Dabi c'est l'événement de la campagne. L'événement de la campagne, c'est la bascule des retraités. Des retraités qui votent maintenant Rassemblement National. Voilà, avec 2 bastions en fait qui restent rétifs et qui en même temps sont d'autres également soutiens de Macron. Maintenant, les retraités âgés sont peut-être les derniers soutiens d'Emmanuel Macron et les classes très aisées sont les derniers bastions anti-RN. Ouais. Absolument. Je voulais vous faire réagir juste avant le journal sur cette information. L'humoriste Guillaume Meurice a été licencié par Radio France. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous souvenez donc qu'il avait fait cette blague c'est une excellente chose. Cette blague, c'est une excellente décision. Moi, je déteste son humour, je déteste ce qu'il fait, mais c'est un humoriste. Non, c'est pas. Mais c'est justement, j'ai réfléchi beaucoup au sujet. Vous avez tout à fait raison. C'est un sujet profond, d'autant qu'on est quand même dans un pays qui défend par définition la liberté d'expression et la liberté au maximum. Mais Guillaume Meurice, vous regardez, moi ça m'intéresse. Vous savez toutes les tribunes là qui sont parues ces dernières semaines pour appeler à la reconnaissance d'un État palestinien, pour appeler à Israël à agir de telle façon. Ce sont des tribunes qui sont objectivement politiques, et vous retrouvez à chaque fois la signature de Guillaume Meurice. Donc moi je veux bien. Mais si on décide d'être humoriste, alors on fait de l'humour à temps plein entre guillemets, ou alors on s'engage politiquement. Je suis très ennuyée par cette affaire. En fait, de quelqu'un qui est assez engagé. Je suis pas ennuyé non plus vraiment, parce que en fait derrière la façade de l'humoriste, en réalité c'est un activiste politique. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça remet en question, et peut-être que par ce geste il y a un message qui est passé à la collectivité peut-être de Radio France, ou peut-être faudrait-il arrêter d'organiser je dirais les chevrons éditoriaux autour des humoristes. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Moi, je suis passée d'un à l'autre en me disant on peut pas dire qu'on est Charlie, accepter la parodie, la satire, accepter la caricature. Enfin voilà, je sais pas. Mais ça, c'est pas de la caricature. Je me réjouirais jamais de la mise à la porte d'un humoriste ou d'un dessinateur ou d'un caricaturiste. Donc finalement, ça me dérange un peu. Non, mais le mais, en réalité, oui, Guillaume Meurice est un humoriste militant. Mais ils le sont. Et quelque part, il a le droit. En fait, la faute, c'est plutôt, entre guillemets, la faute de France Inter, c'est-à-dire que c'est un service public. Ils ont tout à fait le droit d'engager un humoriste militant de gauche. Mais s'ils ont une obligation de neutralité, ils doivent aussi engager, par exemple, un humoriste de droite. Si on avait chaque matin la carte blanche de Meurice, la carte blanche de, par exemple, de Gaspard Proust, et l'équilibre aurait été respecté. Mais la même chose sur Europe 1 à ce moment-là, qui fait Gaspard Proust. Non, mais c'est un service public. Moi, mes impôts ne vont pas à Europe 1. Il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on a dit. Je veux dire, je veux bien. On a été assez souvent unanimement d'accord sur le fait que l'humour de Dieudonné n'était pas acceptable, parce qu'il y avait tellement de présupposés. On peut parfaitement rire de sujets liés à Israël, liés au judaïsme, c'est pas aux juifs. C'est déjà assez présent
présent et ça s'est fait à plusieurs reprises et sans dommage. Mais là, dans ce contexte-là, les termes utilisés, le sous-texte, le sous-entendu est quand même, je dirais, condamnable et va beaucoup trop loin vis-à-vis d'un supposé humoriste. On va marquer une pause, c'est l'heure du journal et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Alex, ça va? Tu te sens... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Michael Darmon, journaliste politique chez i24 News. Votre dernier livre, Le Pape et la Matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican, est paru aux éditions Passé Composé. Noémie Alioua, journaliste, essayiste, auteur de La terreur jusque sous nos draps, qui est paru chez Plomb, et votre précédent livre, et ça va être en rapport avec votre coup de gueule, concernait la ville de Sarcelles et tous ces juifs qui sont partis, qui ont quitté Sarcelles. Redites le titre. Les uns contre les autres, Sarcelles, du vivre ensemble au vivre séparé. C'était paru aux éditions du Cerf. Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine, et vous avez publié Un animal pour les gouverner tous chez Arquet Éditions, et Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum transatlantique, dissolution J+1. Moi, j'avoue que je suis plus KO aujourd'hui qu'hier. J'ai une espèce de contre-coup. Emmanuel Macron va tenir une conférence de presse cet après-midi. Il a annoncé des prises de parole nombreuses tout au long du mois de juin, ce qu'on a appris ce matin. Le nouveau Front populaire, le RN va-t-il investir des candidats LR? Marion Maréchal, que va-t-elle faire? Bref, beaucoup de sujets avec vous. On va continuer à... je vous donne la parole sur ce qui a retenu votre attention au cours de ces dernières 48 heures. Noémie, justement, vous vouliez revenir sur les résultats à Sarcelles. Exactement, parce que vous savez, il y a 3 ans, je publiais justement une enquête sur cette ville du Val d'Oise. J'ai décrivé l'enfance que j'y avais passée et l'histoire de cette ville nouvelle qui a été conçue quand elle a été créée comme une utopie. C'était au cœur des années 60. Et pendant un temps, cette ville symbole, elle a été le symbole du vivre ensemble. Il y a eu une grande pluralité de communautés, différentes classes sociales et des communautés qui vivaient ensemble relativement bien. Dans ce livre, je racontais comment cette ville a été devenue aujourd'hui le symbole de tous les maux de la banlieue. Concentration d'immigration extra-européenne, taux de chômage explosif, délinquance débridée, paupérisation, etc. Et bien sûr, une méfiance immense entre les communautés. Et aujourd'hui, au lendemain des élections européennes, les résultats sont très intéressants parce qu'on voit que ce séparatisme n'a jamais été autant d'actualité. Et ça en dit long, encore une fois, sur la France d'aujourd'hui. À Sarcelles, le gâteau se partage tout simplement entre la France insoumise, qui fait 38%, donc très au-dessus de la moyenne nationale, et le RN qui fait plus de 20%, qui reste un score qui est très élevé, le plus élevé jamais relevé dans cette commune. Et donc, ces résultats, qu'est-ce qu'ils montrent? Les uns contre les autres. On voit l'immense fracture de la population avec une montée explosive de la gauche radicale, mais parallèlement aussi une très forte hausse de la droite radicale, avec finalement une montée en puissance de ces deux votes, qui sont les deux votes les plus contestataires, le vote RN contre le vote LFI, de ceux qui se regardent en chien de faïence et qui sont véritablement en opposition. C'est ce qui se joue à Sarcelles, et c'est la France aussi qu'on est en train de se voir se dessiner. On est vraiment dans les uns contre les autres. 96% des communes de France ont placé le Rassemblement national en tête, Michael. Et justement, c'est ce qui met un peu, effectivement, à la fois c'est extrêmement intéressant d'entendre cette expérience sur Sarcelles, mais le résultat général des européennes et la nouvelle carte électorale du RN met un bémol là-dessus, puisqu'en réalité, le LFI est réduit sur le plan territorial et national, est réduit à la portion congrue. Et c'est le RN qui prend le lead dans effectivement les circonscriptions, les villes, les régions, à part l'Île-de-France où c'est LFI qui arrive en tête. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas non plus... Ce qui est décrit sur Sarcelles est très important et intéressant, parce que à la fois ça montre comment la stratégie de LFI a travaillé effectivement sur ces quartiers-là au niveau premier du communautarisme, parce que Jean-Luc Mélenchon a décidé qu'il fallait mobiliser son socle pour la préparation de 2027, et donc il a mis la Palestine au centre des élections européennes uniquement pour mobiliser un électorat. Mais ça reste marginal. Parce que de toute manière, on voit bien après le score national de LFI, que la chronique permanente de LFI soit portée par un écosystème médiatique, c'est une chose. La réalité du pays, c'est pas ça du tout. Non. Et c'est même le contraire, puisque c'est le RN qui est au port du pouvoir aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut aussi constater avec ce résultat que le RN n'est plus du tout, depuis longtemps d'ailleurs, un vote contestataire. C'est un vote d'adhésion, un vote de mutation, un vote de grand remplacement. Le vrai grand remplacement a eu lieu, c'est
le remplacement de LR par le RN, et on va le voir encore aujourd'hui. Oui, Lucas. Non, juste pour compléter sur Sarcelles, il faut avoir à l'esprit que la ville est extrêmement ségrégée. En fait, il y a un centre-ville qui s'appelle la Petite Jérusalem, qui est peuplé d'une grande communauté de juifs séfarades, qui sont arrivés après l'indépendance de l'Algérie et des pays arabes. Et autour, effectivement, il y a des grands ensembles avec une surreprésentation de la population immigrée, souvent musulmane. Alors moi, j'ai pas eu les chiffres des européennes, mais j'ai en tête toujours les chiffres de la dernière présidentielle et du premier tour. Dans les 3 bureaux de vote de la Petite Jérusalem, Éric Zemmour dépassait les 30%. Ouais. Et partout ailleurs dans la ville, il était en dessous des 5%. Donc très clairement, ça montre aussi que dans la communauté juive de France, il y a une sorte de... encore une fois, peut-être de grand remplacement. C'est une communauté qui auparavant votait énormément à gauche. Ouais. Moi, mes parents me racontaient quand j'étais petit une blague dans les partis d'extrême gauche. On nous disait pourquoi Goldman et je sais plus qui parlent yiddish. C'est parce que il faut pas que l'ashkénaze qui parle pas yiddish le comprenne. Ouais. Voilà. Et maintenant, ça a totalement muté. Ça fait longtemps. Hein. Oui, ça fait longtemps. Mais il y a eu un sas. D'abord, il y a eu un vote Sarkozy. Et là, clairement, il y a un vote Zemmour et qui est organisé par rapport à ce qui se passe évidemment prochainement. Une réaction, Jean-Claude, bonjour. Oui, parce que finalement, vous parlez de deux choses. Fractionnement de la société française, et on le constate bien, il n'y a pas qu'en France, c'est un phénomène quasiment planétaire où on a des sociétés qui sont complètement éclatées avec la conviction, en tout cas avec l'évidence qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui pourrait les réconcilier parce que c'est le vrai sujet. Car si vous regardez bien, même lorsqu'on a les premières projections de la future Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité franche, ce qui veut dire que le pays rencontrera des difficultés de gouvernement inévitablement, de toute façon, parce que on verra. Hein. On est qu'au début de la campagne et les alliances politiques sont en train de se mettre en place. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir encore une avancée. Non, Michael, ce que je veux dire, c'est que souvenez-vous, nous étions tous devant nos télévisions lors du premier tour, lors de la dissolution prononcée par Jacques Chirac en 97. Déjà, au fur et à mesure de la campagne, on voyait, indépendamment des alliances, on voyait déjà se dessiner une majorité relativement compacte. Aujourd'hui, on voit bien que c'est très éclaté, c'est en travail, c'est pas quelque chose éclaté du tout. Non, en fait, c'est pas éclaté, et on pourrait même être très cynique en disant dis-moi où tu habites, je te dirai pour qui tu votes. Regardez par exemple les députés en place. Vous prenez les Verts. Les Verts, ils sont 23 députés. Ouais. Il y en a plus de la moitié qui sont dans des centres-villes de plus de 100 000 habitants. Ouais. Vous prenez les députés LFI. Les députés LFI, c'est fou, il y en a un tiers qui sont... non, il y en a même 40% qui sont en Île-de-France. Vous prenez les députés RN, il y en a aucun qui, à part peut-être à Perpignan, qui sont dans des villes de plus de 100 000 habitants. Vous prenez les quartiers où il y a les 20% de la population les plus riches, il y a une surreprésentation de macronistes. Donc, si le vote est super clivé, super prévisible, et du reste, je pense qu'on peut pratiquement déjà prévoir le résultat des prochaines législatives à cette juste alerte info, Macron envisage 3 interventions par semaine jusqu'aux élections. Bon, ça annonce mon coup de gueule, en fait, je prends le tour. Oui, allez-y. Parce que voilà, il est quand même 3 interventions par semaine. Parce qu'en fait, il a battu en brèche et il repousse les conseils qu'on lui donne depuis quelques jours en disant si c'est c'est l'équation de l'élection qui s'installe maintenant, et cette campagne très courte, c'est Macron contre le RN. Ce sera le RN majorité absolue. Bien sûr. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, il provoque du rejet. C'est ce qui s'est passé. Et plus on lui explique, plus il va dans ce sens-là. Donc on est face maintenant à un président isolé, qui décide tout seul. On voit bien le calvaire que vit Gabriel Attal depuis quelques jours, et qui ressort de 48 heures de silence pour dire péniblement qu'il va essayer d'éviter le pire. Enfin bon, on a compris que c'est fini. On a un président qui a balayé sur un coup de tête des chantiers législatifs importants, notamment celui de la fin de vie, qui était, on en pense qu'on en veut, c'est pas le sujet, mais c'est un moment sociétal important. C'est grave. Et qui tout simplement, c'est une dissolution de convenance personnelle. Emmanuel Macron ne veut pas. Quelle est la logique? Comment vous, qui êtes un observateur chevronné, comment vous expliquez je ne connais pas beaucoup de gens qui saluent cette dissolution, qui saluent la dissolution, mais des élections dans 3 semaines, non.
D'abord, très peu, effectivement, sont d'accord avec ce sujet, avec ce principe et cette démarche. Mais au début de mandat, en 2022, après l'élection législative, dans une réunion fermée de Renaissance, Astrid Panossian, Bouvet, compagnon de route depuis le départ d'Emmanuel Macron, a dit je crains que Emmanuel Macron ne devienne le Barack Obama français, c'est-à-dire celui qui a amené le populisme après 2 mandats. Cette phrase, elle a fait chorus, elle a été partout, elle me l'a confirmé ensuite en interview officiellement, et en réalité c'est ce qui terrifie surtout l'épouse du président. Qui en fait ne voit pas du tout comment en 2027 elle accueillerait Marine Le Pen sur le perron de l'Élysée. Donc on a quand même, et ça c'est le scénario que j'entends depuis 2019 murmurer, que peut-être faudrait-il qu'il y ait une expérience au pouvoir du RN avant l'élection présidentielle 2027, de manière à les brûler. Alors scénario des macronistes, qui en général ne se vérifie jamais. Donc, guillemets, qui pour pouvoir les brûler aux réalités du pouvoir et ensuite reprendre une activité normale, si je puis dire, en 2027. On est dans ce cas de figure. Et le fait qu'Emmanuel Macron veuille, de manière absolument hallucinante, on l'apprend à l'instant, veuille intervenir 3 fois par semaine durant cette campagne ultra courte, ça signifie que la volonté de polariser, de cliver est absolument là, au détriment de tous les conseils qu'on lui donne. Est-ce qu'il a conscience de ce vote contre? C'est ça la question, ou qu'il l'horripile d'après ses collaborateurs, d'après ceux qui l'entourent. Encore hier, à un ponte de la majorité présidentielle, qui l'a rencontré en sortant, on récupérait les échos de sa rencontre, disait, mais il est absolument persuadé qu'il va gagner et qu'il aura la majorité absolue. Oui, c'est ce que considère un certain nombre d'analyses. Je lisais Alexis Brézet, directeur du Figaro, qui lui considère que c'est un enfant qui n'a pas eu son dessert et qui décide de casser la table, qui fait une crise un petit peu d'enfant capricieux, mais parce qu'il imagine aussi que en fait la suite lui sera favorable. Donc il y a 2 solutions. Soit effectivement il est complètement hors sol et il s'imagine que ces élections législatives le seront favorables, soit il veut effectivement cramer entre guillemets le RN et il veut que Bardella arrive à Matignon pour qu'il n'y ait pas Marine Le Pen à l'Élysée demain. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous pour commenter cette actualité explosive, extrêmement chargée. On va parler évidemment de ce qui se passe à gauche, le nouveau Front populaire, avec Raphaël Glucksmann qui dit que, en gros, ce sera sans Mélenchon et que c'est non négociable pour lui. Et puis le RN et le LR vers un grand mouvement de rassemblement des droites, point d'interrogation. Oui, en fait, on est dans les faits d'abord recherchés par cette dissolution assez brutale, pour reprendre le terme de Gabriel Attal aujourd'hui, qui fait recomposer à toute vitesse, et donc dans une forme de précipitation aussi politique, sans aucun débat vraiment de fond, les formations. Donc on assiste en fait à une accélération de particules, en particulier aujourd'hui à droite, puisque l'événement de la journée, c'est quand même Éric Ciotti qui est en train de proposer, tel que les informations de presse nous le donnent, mais il va être ce soir aux 20h sûrement pour le confirmer, un accord avec le Rassemblement national. Il réclamerait sans circonscription. Voilà, c'est ce qui est en train de filtrer. Alors après, c'est un point de départ de négociation qu'on leur laisse, mais le principe d'une partie de la droite, et en particulier du chef, du président de LR, donc le parti issu de l'UMP, issu des Chiraciens, issu du gaullisme, qui aujourd'hui, après tant d'années de digues et de cordons sanitaires, tend officiellement la main pour des accords électoraux. On est sur une bascule totale de la culture politique française et le début de l'élaboration d'une matrice à l'italienne de l'Alliance des droites, qui, sans cela, ne pourra jamais au fond les amener au pouvoir. Or là, dans 3 semaines, c'est l'enjeu, et c'est peut-être une des conditions pour que le RN puisse envisager la majorité absolue. Ouais. En fait, pour qu'il y ait une véritable union des droites, il fallait 2 conditions. La première, c'est qu'il y ait un précédent. C'est vrai que c'est très dur pour un parti gaulliste et républicain de s'allier avec l'extrême droite. Mais le PS l'a fait avec LFI. Ils sont allés à Canossa. Ils se sont alliés avec les plus extrêmes.
Donc la droite va se dire, mais en fait, pourquoi pas nous ? L'autre question aussi, et c'est ce qu'a très bien fait la gauche, c'est qu'il y a une différence entre les appareils et les militants. Ouais. C'est-à-dire que dans les appareils de gauche, des gens comme Mélenchon, Olivier Faure, ou bien, je sais pas moi, ou Fabien Roussel, ou Marine Toussaint, n'ont pas forcément envie de se parler. Mais ils sont mis sous pression par des jeunes, par des militants, par des intellectuels qui ont vraiment mis la pression. Et à droite, c'est vraiment ce qui est en train de se passer depuis plusieurs années. Bien sûr. À cet égard, je vais faire peut-être de la pub pour le livre de confrères, un de Libération qui s'appelle Nicolas Mayol, et puis une consoeur de l'Express qui s'appelle Marie-Lou Magal, qui ont écrit un livre récemment sur justement ces nouveaux militants d'extrême droite. Et on voit bien, en fait, qu'à l'extrême droite, il y a plein de jeunes, des jeunes LR, des jeunes Reconquête, des jeunes RN, qui en réalité sont copains comme cochons. Ils vont dans les mêmes soirées, ils ont créé leurs médias, ils ont créé leurs syndicats, et eux aussi, ils ont mis la pression sur leurs aînés. Et donc, effectivement, et c'est inévitable, il y a cette union des droites. Elle aurait eu lieu de toute façon en 2027, qui a commencé en 2024. On peut le déplorer ou pas, mais c'est le sens de l'histoire, et c'est logique. Elle se cristallise là assez rapidement, mais elle vient aussi de loin. C'était une matrice qui avait été mise au point par Patrick Buisson à l'époque, avec Philippe de Villiers et avec Marion Maréchal. Il avait élaboré ça dans des déjeuners dans les salons de la Rotonde au premier étage, brasserie très fréquentée par tout le monde. Et ils appelaient ça la droite hors les murs à l'époque. Là maintenant, c'est en train de rentrer dans les murs et dans les peut-être dans les mœurs politiques, on verra bien. Mais et ça a été aussi la plateforme du magazine L'Incorrect. Qui a été créé par également un des anciens proches de Marion Maréchal, Le Pen, puis Marion Maréchal, qui ensuite ont dit c'est là qu'on va poser dans une forme de gramscisme de droite, c'est-à-dire on gagne d'abord la norme, on gagne l'air du temps et on gagnera ensuite dans les urnes. Et donc c'est une stratégie électorale, mais d'abord il va y avoir des oppositions. Moi j'entendais ce matin des cadres LR qui expliquaient que c'était une folie de s'allier à la droite radicale parce qu'ils n'avaient pas grand-chose en commun. Et puis l'autre chose, c'est quand même que d'un point de vue, je comprends la stratégie électorale, mais d'un point de vue des idées, il y a quand même des fossés. Il y a un fossé entre LR et l'URN. D'un point de vue économique, on a des programmes qui sont littéralement antagonistes. Vous avez entre le LR de Ciotti et la branche. Et d'autant plus que LR est très divisé. Déjà, on parle d'une cabine téléphonique, mais ils sont très divisés. Vous avez la droite parlementaire, la droite sénatoriale, par exemple. La droite Larcher, la droite Ciotti. Bien sûr, mais si vous regardez les programmes, typiquement sur le programme des retraites, par exemple, il n'y a rien de commun entre le RN et LR. Là où je te rejoins dans ce que tu dis, c'est que les choses ne sont pas aussi fines que cela, parce qu'effectivement, ce matin, Xavier Bertrand rappelait qu'il a demandé à Ciotti de se positionner. Parce qu'il savait très bien ce qu'il allait faire aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a toute une frange qui n'est pas d'accord, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle va faire. Qu'est-ce qu'elle va faire demain ? Est-ce qu'elle va rallier le groupe des 100, si on peut les appeler comme ça, ou est-ce qu'elle va décider d'aller ailleurs, autrement, parce que là, plus on va, plus le LR se délite complètement. La fin de LR dans 3 semaines. Donc effectivement, même d'ailleurs ce soir. Que va faire un Xavier Bertrand, que fera une Valérie Pécresse, tous ces gens qui entre guillemets représentent encore quelque chose, sont quand même deux gros présidents, deux gaullistes patentés, deux chiraciens sarkozystes, et puis surtout qui représentent encore quelque chose, sont deux patrons de région. Oui. Question. Ils sont surtout patentés par le RN. Un tweet d'Éric Zemmour qui dit pour le moment les modalités d'un rassemblement ne m'ont toujours pas été communiquées. Je sais que de nombreux soutiens de Reconquête s'en étonnent. Je recevrai Marion tout à l'heure pour connaître ce qu'elle cherche vraiment à obtenir. Le temps presse pour la France et pour la victoire que je souhaite, etc. Ouais, c'est un divorce annoncé. Non, juste pour répondre à Mickaël Darmon, quand vous parlez par exemple de l'Incorrect, c'est fou. Une des les plus connues de l'Incorrect, c'était le patron des jeunes LR, des jeunes Reconquête et des jeunes RN qui posent ensemble et qui font la couverture. Après, pour LR, en réalité, alors je suis désolé de le dire, ça me chagrine, mais LR, de facto, c'est plus un parti, on va dire, de droite libérale. En fait, ce qui, traditionnellement, la droite LR, ils ont deux jambes. Il y a une jambe libérale, il y a une jambe, on va dire, plus populaire. Mais la jambe libérale, elle n'existe plus. En fait, elle était implantée dans les beaux quartiers de Paris, dans le 16e, à Neuilly, à Levallois. Partout, c'est des députés Renaissance qui ont été élus. LR n'existe plus. Les derniers survivants de LR, en fait, c'est des députés qui sont élus, entre guillemets, dans des territoires assez pauvres, assez paupérisés, assez désindustrialisés. Et leur principal adversaire, c'est le Rassemblement national. Il n'y a plus de branche libérale au RN. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi il y a eu
360 idéologiques, regardez, par exemple, la campagne de Valérie Pécresse. Elle prenait la réforme des retraites. Finalement, les députés LR votent contre. Les LR sont traditionnellement libre-échangistes. Ils ont voté contre tous les traités de libre-échange. Donc, l'idée de dire qu'en fait, il y a une différence économique entre le RN et LR, c'était peut-être vrai avant 2022. Aujourd'hui, ça l'est plus en réalité. On va marquer une pause. Merci Mickaël Darmon, vous êtes obligé de vous sauver, mais on va continuer sans vous. On va tenter de continuer sans vous, c'est le divorce. Vous partez, mais on va parler également de Front Populaire et du cocu de l'affaire. Il n'y a pas d'autre mot qu'est Raphaël Glucksmann. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et avec vous pour commenter cette actualité un peu folle, un peu inquiétante, un peu angoissante. On voit qu'il y a des manifestations un petit peu partout en France pour protester contre cette victoire du Front National, il faut bien le dire, aux élections européennes. On va parler... Du Rassemblement National. J'ai dit quoi ? Front National. Oui. Du Rassemblement National, absolument. Et puis j'aime pas quand j'entends effectivement des confrères qui font exprès de dire Front National. Ça m'a... Oui, mais vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Parlons de la gauche et du nouveau Front Populaire. Peut-être aussi, vous vouliez revenir, Lucas. On n'a pas fait votre coup de gueule. C'est même un coup de cœur en plus. À LFI. Oui, tenez-vous bien, je vais faire un coup de cœur sur LFI. Ouais, vraiment. Allez-y. On peut les critiquer sur plein de choses. Ouais. Il y a quelque chose pour lequel ils sont très très forts. C'est la stratégie politique. Regardez. Ils ont mis Gaza au centre de la campagne des Européennes. L'objectif, même s'ils ne l'avouaient pas, c'était d'avoir les voix dans les quartiers populaires. Regardez les résultats. Ils ont gagné ? Ils ont gagné, mais de beaucoup. On prend par exemple le département de Seine-Saint-Denis. J'ai plus les chiffres en tête parce qu'il n'y a pas de réseau dans le studio. Mais en 2019, la liste de Manon Aubry avait fait entre 12 et 15% en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, ils sont à 37%. Ouais. Dans certaines communes... C'est le taux de participation le plus bas de France. Mais on s'en fiche du taux de participation. Ouais. Ce qui compte, c'est les voix. Et il y a des villes, comme par exemple Saint-Denis, Bobigny, où ils ont plus de 50% des voix. Ouais. Je sais que beaucoup ont poussé des cris d'orfraie, je ne sais plus comment on dit, quand le député Delogou des quartiers nord de Marseille est entré dans l'hémicycle avec un drapeau palestinien. C'est le député des quartiers nord de Marseille. Quartier nord de Marseille, 2019, Manon Aubry dans le 15e arrondissement, 12 ou 15%, je ne sais plus. Ouais. Aujourd'hui, 59%. Donc ça marchait. Vous prenez par exemple David Guiraud. David Guiraud à Roubaix. Roubaix, 2019, 15% pour Manon Aubry. Aujourd'hui, 43%. Donc, très clairement, cette ligne, elle a marché. Et on voit d'ailleurs que le parti est passé de 6,3 à pratiquement 10%. C'est quand même formidable. Ouais. Alors après, il y a des gens qui disent « Oui, mais regardez, LFI a perdu des voix dans la France périphérique. » D'accord, c'est vrai. En 2017, par exemple, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, avait fini en tête dans l'Ariège et en Dordogne. Aujourd'hui, en Ariège et en Dordogne, il a perdu des voix. Mais entre guillemets, il perd les voix de 2 électeurs du Midi Rouge pour en récupérer 5 dans les banlieues populaires. Donc ça fait quand même un score de plus 3. Donc globalement, LFI a réussi son opération électorale. Truc encore plus important, dans les circonscriptions dans lesquelles les députés LFI sont implantés, LFI fait des super scores. C'est-à-dire qu'en cas de dissolution, ils vont garder pratiquement tous leurs sièges. Et cerise sur le gâteau, il y a quand même le PS qui s'allie à eux. Ouais. Donc finalement, ils sont gagnants sur toute la ligne. Ouais. Ils gardent le lead pour une union de la gauche continue à s'allier avec eux, ils blindent leur circonscription, ils améliorent leur score. Les gens qui sont vraiment les cerveaux de cette stratégie de la France insoumise, vous avez Emmanuel Bompard, vous avez Paul Vanier, vous avez bien sûr Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou. Honnêtement, chapeau à eux, dans leur genre, c'est des très bons stratèges. Oui. Alors, Raphaël Glucksmann a tweeté il y a une demi-heure, nous avons posé un cap clair et nous nous y tiendrons face au RN, aux portes du pouvoir. Il est irresponsable de refuser de discuter du rassemblement, mais l'union ne peut pas se faire au prix du renoncement au principe. Et nous avons posé des points clairs. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ça, il dit à la fois, il est irresponsable de refuser de discuter du rassemblement, mais en même temps, pas à n'importe quel prix. Mais comment vous comprenez cette phrase? Il essaye de se dépatouiller de ce truc. Oui, je sais pas si Glucksmann est un élément fondamental au Parti socialiste.
juriste et s'il a su manœuvrer comme on sait très bien le faire au Parti socialiste. Je pense que c'est une formule pour pouvoir expliquer qu'il n'a pas la main et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a pas la main. Il s'est fait effectivement avoir. Donc quand il dit il faut des conditions, etc., c'est philosophé. C'est pas du concret. Pendant ce temps, les autres se sont déjà organisés. Je vous rappelle que les candidatures doivent être déposées d'ici à dimanche. Je crois que ça a été reculé à dimanche. C'est plus vendredi, c'est dimanche soir, et que dans les circonscriptions, c'est déjà relativement verrouillé. Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'il reportait sa conférence de presse à mercredi, après l'annonce donc d'une potentielle alliance LR-RN. Donc il devait s'exprimer aujourd'hui. Ça montre l'impréparation aussi. On sent bien, on a l'impression, vous savez, qu'il navigue à vue, c'est-à-dire qu'il découvre les conséquences de l'acte qu'il a pris, comme s'il ne s'imaginait pas le cataclysme que ça allait être dans notre pays. Et donc là, il découvre, il repousse, il nous annonce qu'il va parler 3 fois par jour. Finalement, il repousse déjà sa première intervention. On a l'impression que tout ça n'avait pas été préparé et on voit bien la logique. J'ai peut-être une information pour le gouvernement, mais je ne veux pas faire de mauvais esprit. C'est qu'une fois que le décret de dissolution a été signé, il ne peut plus revenir sur sa décision. Non, mais je précise juste. Non, mais pour le cas comme effectivement on avait vu, c'est pas qu'une plaisanterie, c'est de dire que ce type de choses, on réfléchit et effectivement, c'est bien de préciser que naviguer à vue c'est très bien, mais en général ce type de situation, une fois qu'on a tiré, on a tiré. On peut plus revenir en arrière. Donc le décret de dissolution est signé et il ne pourra pas revenir en arrière. Maintenant, advienne que pourra. Un confrère journaliste, Jérôme Godefroy, dit le RN n'aura pas la majorité à l'Assemblée, la gauche gangrénée par LFI encore moins, les autres partis seront laminés, le pays sera encore plus ingouvernable que précédemment et il ne faut pas exclure une élection présidentielle anticipée après une démission de Macron. C'est dans l'hypothèse. C'est le calcul. Parce que très est-ce que c'est le calcul d'emmanuel Macron de se dire je vais démissionner? Il faut oublier qu'il y a 2 tours aussi, c'est-à-dire qu'il va y avoir un vote de contestation contre le RN au 2e tour. Il va y avoir des alliances contre le RN. Il y a quand même 2 choses. S'il n'y a pas de majorité, parce que c'est ce à quoi on assiste pour la énième fois, s'il n'y a pas de majorité absolue, et on a bien en tête l'hypothèse socialiste en 88, mais il y avait malgré tout un peu de monde après après la nomination de Rocard. S'il n'y a pas une majorité franche, s'il n'y a que très peu de gens qui se rallient au Rassemblement national, ils auront du mal à gouverner. Il n'y a pas de repli possible. Donc moi, je n'exclus pas une élection présidentielle à l'automne avec des problèmes sociaux qui pourraient être des manifestations, des comportements divers et variés, des refus de légitimité, des contestations de la démocratie telle qu'elle est. D'ailleurs, à cet égard, j'aurais une question. Je suis désolé, Valérie, je vais poser une question. On a la chance d'avoir un juriste. La Constitution nous dit qu'un président de la République ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais si Emmanuel Macron démissionne, admettons, dans 2 mois, techniquement, il a le droit de se représenter parce qu'il n'a pas fini son 2e mandat. Non, alors là-dessus, je vais vous dire, il n'y a pas de réponse affirmée puisqu'il n'y a pas de précédent. Deuxièmement, il y a un vide juridique et pour ma part, le texte dit 2 mandats consécutifs, il aurait dû être mis 2 élections. Parce qu'en fait, 2 mandats consécutifs, effectivement, ça peut supposer, enfin, on peut dire, oui, mais comme il n'a pas terminé le second mandat, ce qui veut dire qu'il n'a pas fait 2 mandats complets, sauf que, et ça c'est ma position de juriste, si j'étais interrogé, ça serait ma conclusion. Si vous reprenez cette hypothèse en disant, tant qu'il n'a pas terminé, il peut se représenter, ça voudrait dire que n'importe quel président, désormais, même à 48 heures du terme de son mandat, il pourrait systématiquement démissionner et se retrouver candidable. Mais si on lit la Constitution à la lettre, c'est techniquement possible. Non, il y a un trou. Et moi, je serais pour rendre au texte son effectivité, puisque l'idée, c'est qu'un président ne soit pas président pendant plus de 2 mandats. Eh bien, l'idée, c'est de dire, vous vous présentez, c'est de dire, on se présente 2 fois, on est élu, on ne peut pas être une 3e fois candidat à la suite de 2 élections. Juste quelque chose, parce qu'on a commencé à aborder brièvement, mais on n'est pas rentré dans le détail, cette alliance de la gauche. Si elle est effective, on bascule quand même dans quelque chose qui me semble extrêmement grave. Ça voudra dire vraiment que la gauche s'est alliée à un parti, la France Insoumise, qui a quand même mis au cœur de toute sa campagne la haine contre nos compatriotes de confession juive, la défense des intérêts étrangers,
voilà, la stigmatisation des Juifs, et ça veut dire que cette question-là n'est plus un problème, ce n'est plus un obstacle pour les autres partis de gauche. On a complètement basculé. Et après, on s'étonne des résultats qui ont lieu, des résultats de la communauté juive, des résultats hier en Israël qui sont très intéressants. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais les bureaux de vote en Israël ont voté majoritairement Reconquête, RN, Renaissance, oui, absolument. LR, tout 27, à fait. Ouais. Ça veut dire quand même que, si vous voulez, il y a une droitisation incroyable de la communauté juive et même des votes en Israël qui ont voté majoritairement Reconquête. Et la gauche qui a complètement abandonné cette question-là et qui accepte finalement l'antisémitisme. Là, je pense qu'il faut mettre ça sur la table déjà. Et je vais aller encore plus loin. Ça veut dire qu'il se formerait en France des partis confessionnels. On arrive à une société un peu, j'ai presque envie de dire, on a l'impression d'être au Liban. On est avec des partis confessionnels. Oui, absolument. Oui. Mais c'est terrible parce que je vois des commentaires et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui te fait le moins peur, le RN ou LFI? C'est-à-dire qu'on est dans ces termes-là aujourd'hui quand on parle de ces partis. On a un retour tellement identitaire, vous savez. Enfin, là, bon, on le voit quand même depuis longtemps, mais on avait cet idéal républicain, cette idée qu'on pouvait dépasser notre identité de naissance, qu'on n'était pas juste conditionné par là où on était né, par la famille, par la culture dans laquelle on était né. Enfin, c'est l'idéal français, c'est cet idéal républicain qui est une immense et magnifique valeur. Et on a l'impression que tout ça, oui, bien sûr, on l'a vu, on a vu cette déconfiture de cet idéal républicain. On en a parlé très longuement, mais là, c'est l'aboutissement, si vous voulez, l'idée d'un retour aux identités très tribales, très primaires. On vote en fonction de qui on est, de là où on est né, et on en revient à des postures qui sont très essentialisantes finalement. Absolument. On se retrouve dans un petit instant, on marque une pause et on continue de commenter l'actualité. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, Noémie Alioua a exprimé une opinion qui était celle de dire, de dire non à LFI, ce qui est votre droit, enfin le plus strict. Elle n'a pas sous-entendu qu'elle souhaitait l'arrivée du RN au pouvoir. Et quand bien même l'aurait-elle sous-entendu, il y a des gens qui ont voté. Je vous rappelle, 94% des communes et sans porter de jugement ont voté pour le RN, donc je commente. Regardez, merci Valérie d'essayer de préciser ma pensée. Ce qui me paraît important, si vous voulez, dans tous les débats là qui nous animent, parce qu'on est à un tournant évidemment de l'histoire politique qui est important, c'est cette idée quand même qu'il y a potentiellement une coalition de la gauche avec un parti, la France Insoumise, qui a mis au cœur, encore une fois, de toute sa campagne et de tout son travail parlementaire ces dernières semaines, la stigmatisation de nos compatriotes juifs. Et si vous voulez que cette question-là aujourd'hui ne soit plus problématique pour les autres partis de gauche, pour moi c'est un tournant. C'est un tournant, ça veut dire que finalement l'antisémitisme n'est plus un problème, que la gauche s'y accommode. On le savait depuis un certain temps qu'il y avait on précisait toujours, parce qu'il faut, les nuances sont importantes, qu'il y avait un bras radical à l'extrême gauche qui avait ce penchant-là. Mais avec cette coalition, ça veut dire aussi qu'il y a une complaisance de la part de toute la gauche. Et ça c'est important, je trouve, de le noter. Voilà, c'est ça mon idée profonde. Vous voulez dire, parce que Camille, vous nous dites, une auditrice me dit, on commente l'opinion israélo-palestinienne avec le contexte d'une France aux portes gouvernées avec le RN, sauf que le lien, il est très présent, et que c'est ce qu'on expliquait avec mais la France Insoumise a fait quand même toute sa campagne sur Gaza. C'est eux qui les premiers à avoir importé aussi cette question au cœur de la campagne. C'est eux qui ont planté le drapeau palestinien au cœur de l'hémicycle. Ça fait partie de leur fonds de commerce, entre guillemets. Et de leurs arguments tout à fait. de campagne. Quid de Reconquête, quelques mots. Donc on a vu Marion Maréchal hier qui est allée à un rendez-vous, rencontrer Jordan Bardella et Marine Le Pen. Est-ce que c'est la fin de Reconquête ? En fait, faut se poser la question suivante. Quel serait l'intérêt du Rassemblement national de s'allier avec Reconquête ? S'ils leur donnent des circonscriptions, ils vont les perdre, parce que les circonscriptions où Reconquête est forte, c'est aussi des circonscriptions dans lesquelles le RN est fort. Donc évidemment, si le RN veut la majorité absolue, il n'a aucun intérêt à donner des sièges à Reconquête. Bien sûr. Donc finalement, quel avenir pour Reconquête ?
Non, mais est-ce que Marion Maréchal va quitter vraisemblablement? C'est ce qui est en train de se profiler, non? Oui, absolument. Alors, on sait qu'aux dernières élections législatives, Reconquête n'a eu aucun député. Bon, malgré tout, le travail qu'a fait Éric Zemmour, j'espère qu'il sera élu, mais ne serait-ce que parce qu'il a une voix aujourd'hui qui compte, il a créé un parti, il a des militants, et d'un point de vue purement démocratique, ça aurait du sens que lui, au moins, rentre à l'Assemblée nationale. Après, on sait que son parti, même s'il est très fort d'un point de vue des militants, etc., et des adhérents, pour l'instant, il n'a pas réussi à gagner grand-chose. Ça, c'est une évidence. Alors, deux tweets, confrère journaliste Guillaume Darey qui nous dit « Laurent Wauquiez s'oppose à tout accord électoral avec le RN, assure son entourage ». On n'a pas fini de voir des affirmations, des contre-affirmations. Et ce tweet, de Manon Aubry, honte à France Inter, c'est à propos du licenciement de Guillaume Meurice. Il ferait un bon député du Front Populaire, non ? Dit Manon Aubry en parlant de Guillaume Meurice. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, on est loin du juste pour revenir sur Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, vous voyez à quel point finalement on est quand même un peu surpris du mode de fonctionnement en tout état de cause, en apparence de l'amateurisme de certains. Là aussi, puisque Ciotti annonce quelque chose et vous me dites que Wauquiez, qui est quand même qui devrait en tout état de cause être au cœur du système et donc au moins consulté, au moins informé avant que ça ne filtre, dit exactement l'inverse, ou en tout cas est très éloigné de ce qui est annoncé dans le même temps. Voilà, donc ils ont aussi c'est aussi le résultat de toute une déliquescence des Républicains, et vous le voyez bien. Mais oui, c'est. Non, je pense à autre chose. Je pense à autre chose. Je pensais à Astérix. Oui. non, je pensais à un album d'Astérix que j'adore qui s'appelle La Zizanie. Pour ceux qui connaissent. Oui, c'est un peu ça, oui. En gros, le pitch, c'est très simple, c'est que le village gaulois défie encore et toujours les légions de Jules César. Jules César a une idée, il se dit, en fait, pour avoir le pouvoir, on va désunir les Gaulois. Donc, ils envoient dans le village un Romain qui s'appelle Tullius Detritus, qui a un pouvoir magique, c'est qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, tout le monde se met à se battre. Et là, en fait, on a l'impression que quelque part, Emmanuel Macron, c'est un peu Tullius Detritus. Il a juste dit un mot, dissolution. Et là, la droite, LR s'écharpe, la gauche s'écharpe, tout le monde se met sur la gueule. Bon, après, à la fin, Tullius Detritus, bon. Et qu'est-ce qui lui arrive à la fin ? Ça se termine mal. Enfin, ça se termine mal pour lui, non. Bon, il échoue. Il est envoyé sur une galère et à la fin de l'album, en fait, il est sur une galère qui vogue sur la Méditerranée et en fait, tous les gens dans la galère se battent entre eux et même les pirates qui essayent d'aborder le navire se battent aussi moralité, pour comprendre bien la politique, il faut lire absolument Astérix. Mais ça nous amène ces combats à des scènes qu'on a pu voir hier et à une crainte que j'ai vu exprimée aussi par les uns et par les autres de guerre civile. Alors non, sur les manifestations d'hier. Regardez les manifestants, il y en a combien ? Il y avait des villes où il y avait du monde, mais on est encore tout au début des tractations et on est loin encore des élections. Moi, je me souviens des manifestations quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour. C'était massif. Aujourd'hui, c'est vraiment une frange qui est très politisée à gauche, mais entre guillemets, les gens qui font l'élection, c'est-à-dire les Français neutres, pour l'instant, ils sont pas dans la rue. Et puis, je rappelle que nous sommes dans une démocratie, quel que sera le résultat dimanche soir. Nous sommes dans une démocratie, il devra être respecté, c'est tout. Dimanche soir du 7 juin, évidemment. Et je vais vous dire, en voyant ces manifestations, le RN se frotte les mains, parce qu'en fait, les Français sont majoritairement une population légaliste. C'est-à-dire qu'ils vont toujours préférer un parti qu'ils aiment pas au désordre. Non mais attendez, je veux dire, je rappelle simplement que nous sommes en démocratie, puisqu'on fait la leçon à tout le monde et à la terre entière. Nous sommes en démocratie, les candidats et les partis sont régulièrement inscrits, etc. À partir du moment où le scrutin, et sous réserve que le scrutin se déroule normalement, eh bien, nous devrons accepter les résultats des urnes. C'est pas simplement être de culture légaliste, j'insiste, parce que c'est ça le fondement de la démocratie. Parce que vous êtes profond démocrate, mais il me semble qu'il y a quand même un réveil
Non, mais parce qu'on a souvent fait la leçon, je vais vous dire, puisqu'on parlait on a souvent fait la leçon aux Africains en disant des résultats à l'africaine, etc. Maintenant, nous sommes au pied du mur parce que voilà, nous allons vivre cette expérience. Est-ce que nous serons capables de résulter, et je dis bien que je ne préjuge pas du résultat, est-ce que nous serons capables d'accepter les résultats tels que les urnes nous les enverront? Voilà. Ouais. Olivier Marlex, nous serons candidats sous nos couleurs, sans aucun arrangement, aucun. Ouais, on voit bien qu'il y a c'est loin d'être la coalition de la droite, elle est loin d'être effective. Décidément, le président des LR est contredit par ses propres lieutenants. Oui, il va y avoir une déchirure déjà dans ce parti. Il va s'exprimer, Éric Ciotti, à 13h sur TF1, donc on en saura un petit peu plus. On a également Jean-Luc Mélenchon qui dit je veux jeter les rancœurs à la rivière. C'est un peu tard. Hein. Oui, non, mais en vrai, regardez. Roussel s'est fait traiter de Doriot ou de DA, je sais plus. Bien sûr. Il s'allie quand même. Bah oui, c'est ça. Des députés comme Glucksmann ou Gage, on leur a sorti la laisse des adhésions, on a tagué Salsioni sur leurs affiches. Et ils vont s'allier quand même. Ouais. Donc la rancœur, ils l'ont eux-mêmes jeté à la rivière, ce qui est fou. Et d'ailleurs, moi j'ai l'impression, j'avais fait un tweet là-dessus ce matin, ou hier soir, c'est vraiment ce que j'avais l'impression, c'est que le PS a inventé la SM politique. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils se font insulter, traîner dans la boue, vraiment humiliés, et ils en redemandent encore. C'est quand même fou. D'autant plus qu'ils sont maintenant en situation de rassembler autour de leur programme et autour de leurs idées. Mais non, ils se couchent quand même. Alors, il y a toujours eu un peu cette culture, à un degré moindre, mais cette culture au PS, il y a toujours eu ça, entre les courants qui c'était « je t'aime, moi non plus », et puis finalement on trouvait le moyen au cours d'une nuit de se rallier entre titulaires de telle ou de telle motion, mais peut-être pas dans les mêmes termes, c'est vrai. Oui, à l'époque, le PS était dominant, mais je me mets à la place de quelqu'un qui se fait traiter de, en gros, c'est Jérôme Gage, on lui dit tu as la laisse de tes adhésions religieuses. Il sort un truc comme ça. Ça montre bien. Et ses copains de parti vont quand même s'allier avec ceux qui écrivent ça. Non, mais ça, je comprends complètement. C'est une question de dignité personnelle après. Effectivement, ça va là aussi. On sent qu'au sein de la gauche, ce matin, Raquel Garrido dit quiconque trouve des excuses pour justifier de ne pas se mettre ensemble est en train de filer les clés du camion à Marine Le Pen. Marie Cabrette du Printemps républicain lui dit ne chipotons pas avec l'antisémitisme nommé ici excuse après le qualificatif scandaleux de résiduel. Il y a quand même des mots qui ont été prononcés, ce que vous rappeliez à l'instant. C'est aussi ce que dit Sophia Aram. Ceux qui nous expliquent qu'on ne va pas pinailler avec LFI quand l'heure est grave sont les mêmes pour qui l'heure n'est jamais assez grave quand elle sonne pour les Juifs. Il y a quand même eu des choses assez graves qui ont été dites et on a du mal à comprendre cette association de ce front populaire. Mais même, on parle de la question de l'antisémitisme pour, entre guillemets, critiquer LFI. Mais il y a plein d'autres choses aussi qui concernent la majorité de la population. Par exemple, ne pas écouter les syndicats pendant la réforme des retraites. Enfin, je veux dire, un syndicaliste va se dire, mais en fait, Mélenchon a fait foirer la lutte contre la réforme des retraites. Et malgré tout, ils vont s'allier avec ce parti qui sera majoritaire à gauche. Enfin, c'est lunaire. Regardez tous les combats portés par la gauche depuis que Mélenchon et LFI ont le leadership à gauche, ils ont tous échoué. La réforme des retraites, elle est passée. La majorité de gauche n'a pas eu lieu. Les élections intermédiaires n'ont pas permis à la gauche d'élargir son socle. Absolument. Voilà. Faire le bilan au bout d'un moment. François Ruffin, tweet, première mesure du Front populaire, la réintégration de Guillaume Meurice à France Inter. Bon, première mesure du Rassemblement national, livrer tout le service public à Bolloré. On voit les enjeux. C'est de la caricature. Oui, on voit les. Non, mais bon, l'heure est quand même très grave et je trouve que plaisanter de cette manière n'est pas forcément la meilleure des choses. Dernier mot. Vive la République et vive la France. Oui, absolument. Mais il a foutu un beau bordel, Macron. J'ai pas d'autre conclusion que il a celle-là. été démocrate. Quelque part, il a été démocrate. Il a respecté aussi l'opposition qui s'exprimait dans les urnes. Il aurait très bien pu dire on fait des élections en septembre. Il n'était pas obligé de dissoudre maintenant. Il n'était peut-être pas maintenant, mais c'est bien qu'il l'ait fait. Il n'était pas obligé de dissoudre maintenant. Là encore, pareil, c'est la lecture des institutions. C'était une élection européenne, c'est pas une élection nationale. Je rappelle, il n'était pas obligé de dissoudre maintenant. Ouais. Voilà. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.